Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour, bonsoir. Pardon pour ceux qui étaient à la précédente conférence, c'est encore moi. Je remplace au pied levé Nicolas Barré qui devait animer cette heure et demie qu'on va passer ensemble et je suis ravi d'être avec vous, toujours dans une atmosphère, j'allais dire presque équatoriale, et sur un sujet qui est vieux comme le monde et que Marcel Proust a résumé en cette phrase: il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Je me souviens, moi, d'une autre phrase, c'est une phrase, je crois, de Nelson Mandela, qui dit « Moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit... » Bien joué. C'était un test. Donc, le micro marche bien. Donc, on va parler de ça pendant cette heure et demie avec des gens, des invités de grande qualité qui vont
nous enseigner ce qu'eux ont appris justement à travers les épreuves qu'ils ont pu traverser, comment ils ont réussi dans leur entreprise, dans leur cabinet, dans leur parcours privé et public. Et j'espère que ça sera pour vous d'une richesse inestimable. Alors la règle du jeu, c'est qu'ils vont arriver sur scène, je vais les appeler les uns après les autres. Après, je vais demander à nos étudiants qui ont préparé cette séquence de se présenter chacun en se levant. Puis, eh bien, nous commencerons le débat. Ils poseront, les étudiants, des questions. Et en fin de séquence, pendant une bonne vingtaine de minutes, eh bien, je vous passerai la parole. Alors, j'appelle pour débattre ce soir Elisabeth Moreno. Elisabeth Moreno, que vous connaissez bien. Bravo. Bienvenue. Elisabeth Moreno qui a été ministre, comme vous le savez, ministre qui s'est beaucoup occupé d'égalité, notamment d'égalité homme-femme, et qui, avant d'avoir été ministre d'ailleurs, avant de s'être occupé d'affaires publiques, eh bien, était à la tête d'une entreprise qui était Hewlett-Packard section Afrique, pour l'Afrique. Donc vous allez nous raconter justement comment on a pu et vous avez pu concilier ces deux parcours et faire en sorte peut-être que l'un enrichisse l'autre. J'appelle également Nicolas Lerner qui, lui... donc vous êtes au service, alors là on ne peut plus de l'État. Vous avez suivi des études à Sciences Po, vous avez fait l'ENA. Jusque-là c'est assez classique. Quand on peut le faire. Vous avez été à la préfecture de police de Paris, vous avez été chef de cabinet d'ailleurs du préfet de police. Et puis vous avez navigué pas mal, vous avez circulé pas mal en France, à Béziers, en Corse. Et depuis 2018, eh bien, vous êtes le plus jeune, je crois, dans l'histoire de cette... Le plus jeune dans cette administration, le plus jeune patron du renseignement intérieur. J'appelle Christophe Fanichet, qui lui est... lui aussi diplômé. Il a commencé sa carrière au ministère de la Défense. Et puis, vous avez travaillé chez Pricewaterhouse. Vous êtes à la SNCF depuis pas mal d'années maintenant. Vous y avez fait moult missions. Vous avez été directeur de la stratégie, directeur des trains intercités. Et aujourd'hui, vous êtes président directeur général SNCF Voyageurs et directeur général adjoint numérique. Bravo à vous. Et j'appelle Gilles Auguste, qui est un habitué de l'exercice, je crois. Donc Gilles Auguste, vous êtes cofondateur du cabinet Auguste Debouzy, cabinet éponyme, comme on dit aujourd'hui. Depuis 1995, vous dirigez ce cabinet. Vous êtes membre des barreaux de Paris et de New York. Et votre cabinet a toujours été au service de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Et depuis 25 ans, eh bien, vous accompagnez tous les acteurs importants, je dirais, de l'économie française et internationale. Alors, je vais vous demander à chacun de vous présenter, mesdames et... On ne dit plus mesdemoiselles, je suis désolé, mesdames et messieurs les étudiants, en commençant par vous, cher jeune homme. Est-ce que vous avez un micro? Non? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un micro, s'il vous plaît, qui circule dans la salle? Ça serait très utile. Il arrive, non? Alors allez-y, je vous en prie. Levez-vous et dites-nous qui vous êtes. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici pour ce débat. Je suis honoré d'être en présence de vous tous. Je m'appelle Hugo Masseron et je suis en première année de graphisme à IARTSUP. Merci. Bonjour, donc merci à vous également. Je m'appelle Soane Mera et je suis aussi en première année de graphisme à IARTSUP.
Bonjour aux intervenants, bonjour à tous. Je m'appelle Mathis Desmond, je suis bientôt étudiant en 3e année à Sciences Po Toulouse et je suis très heureux de pouvoir vous poser quelques questions. Bonjour, je suis étudiante à l'Université de Bordeaux en master droit européen et en master de droit pénal. Bonjour, je m'appelle Amaury et je suis étudiant en communication publique à l'EFAP à Lille. Bonjour à tous, je m'appelle Jade Chana, je suis étudiante en double master Affaires européennes et sciences politiques à Sciences Po Toulouse et à l'Université Panthéon-Assas. Bonjour à tous, je suis Julien, je suis en master de droit bancaire et financier à la Sorbonne. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Coenda, je suis également étudiant au Panthéon-Sorbonne en Master 1 droit des affaires et en 2e année du magistère de droit des activités économiques. Et je suis très content de pouvoir participer à ce débat. Merci. Merci à vous, bravo. Alors, ma question, elle me brûle les lèvres. Elisabeth Moreno, elle est pour vous. Ça ne vous aura pas étonné. Mais je demande aux autres de m'excuser de cette privauté. Est-ce que vous avez le sentiment, quand on est ministre, on se dit, là j'ai loupé? Alors, bonsoir à tous et à tous. Vous ne fuyez pas la question. Je ne fuis pas. Est-ce que j'ai l'habitude de fuir quoi que ce soit, Yves? C'est pour ça que je vous connais. Non. D'abord, permettez-moi de vous dire combien je suis heureuse d'être avec vous. Je suis probablement la dernière qui a échoué dans cette table. Donc, on va pouvoir en parler de manière assez intéressante. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite. C'est pas parce qu'on quitte un gouvernement ou qu'on n'est pas repris dans un nouveau gouvernement qu'on a échoué. Ah non, je ne parlais pas de cet échec-là. D'accord. Je pense que quand on est ministre, on échoue fatalement. On échoue parce que d'abord, vous êtes dans un gouvernement, qu'en général, ce gouvernement ne représente pas 100% de la population française, nous sommes 67 millions de personnes, et que vous soyez dans un gouvernement de droite, de gauche, de centre et des extrêmes, eh bien, vous ne représentez jamais toute la population. Et j'ai réussi, puisque j'ai entendu des personnes me dire « c'est merveilleux ce que vous avez fait », et il y a une jeune étudiante qui me le disait tout à l'heure, et donc ça fait très plaisir, mais à côté de ça, on entend beaucoup de gens dire « et pourquoi vous n'avez pas fait ceci ? Et pourquoi vous avez fait cela de telle manière ? Et pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin sur tel sujet ?» Mais je pense qu'on va en parler tout à l'heure, l'échec est complètement relatif, ce que certaines personnes peuvent considérer comme un échec, vous ne le considérez pas en tant que tel parce que vous avez un regard beaucoup plus global. Et ce qui est intéressant dans ces 2 années que j'ai passées au sein de ce ministère, où j'étais en charge à la fois de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, ce sont des sujets tellement profonds, tellement humains, tellement complexe et tellement d'actualité que si je disais que j'avais tout réussi, je mentirais. En revanche, est-ce que nous avons réussi beaucoup de choses qui nous tenaient à cœur, parce que la réussite et l'échec, c'est toujours par rapport à votre propre prisme? Oui, nous avons fait de belles choses qui ont certainement changé la vie de certaines personnes. Je pense aux personnes LGBT+, quand on a voté une loi pour lutter contre les thérapies de conversion. C'est un succès dans la mesure où vous pouvez sauver des vies. Mais est-ce qu'on aurait pu faire plus? Certainement. Merci. Gilles Auguste, quand on est avocat, on défend des causes. Quand on défend des causes, on prend des risques. Est-ce que les risques qu'on prend quand on est avocat sont des risques illimités, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous prenez, vous défendez, et que vous savez que vous pouvez perdre? L'avocat, c'est dans la défense, qu'elle soit civile ou pénale, dans le fond, c'est pas lui qui perd, c'est le client. C'est un peu facile, non? Non, mais enfin, donc je vois pas pourquoi il y aurait une équation de risque à ce stade. Il n'y a pas un équilibre risque-bénéfice à ce stade. Il y a un client qui a besoin d'être défendu. Il y a une cause, comme vous dites, qui ne n'est peut-être pas une, parce qu'il y a quand même un certain nombre de procès qui sont relativement communs. Mais il n'y a pas de raison. Alors, la seule limite,
c'est celle de sa conscience. Si vous ne croyez pas à la cause que vous voulez défendre, qu'on vous demande de défendre, ben, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller parce que ça n'a pas de sens. Je pense que l'honneur de l'avocat, c'est de défendre dans tous les cas, tout le monde, mais on peut avoir un problème de conscience. On a le droit. Et à ce moment-là, le barreau est organisé pour ça. Quand on a ramené Klaus Barbie en France, dans le barreau de Lyon, ça ne s'est pas quand même bousculé pour aller le défendre. Il a été ensuite défendu par un avocat parisien. Mais au départ, le bâtonnier a fait son devoir. Il s'est auto-désigné pour défendre cette personne, puisque toute personne a droit à un avocat. Et c'est l'honneur et la force de notre système. Alors maintenant, je vais me tourner vers Nicolas Lerner. Est-ce que dans votre mission actuelle, d'ailleurs finalement que le prolongement, si vous me permettez, des missions que vous avez eues précédemment, parce que ce sont des missions toujours de service public, c'est-à-dire que vous êtes au service du public, est-ce que dans ces missions-là, vous prenez en compte l'échec, le fait que vous puissiez eh bien, échouer là où vous devez réussir impérativement? Est-ce que votre métier, pour faire plus ramassé, est-ce que votre métier comprend une obligation de résultat? Bonjour à tous. D'abord, je suis également très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cet exercice inédit pour moi, fait sans doute d'un peu d'introspection. J'ai vu les premières questions. Et en tout cas de partage, c'est l'état d'esprit que j'ai en démarrant cette séquence. Évidemment que lorsqu'on dirige un service comme la DGSI, la notion d'échec est pleinement intégrée. Ma responsabilité, notre responsabilité en réalité, puisque heureusement je ne suis pas tout seul, la DGSI aujourd'hui c'est 4900 agents, aujourd'hui c'est de limiter le risque autant que possible, de garantir à nos autorités, c'est une chose, mais de garantir aussi à l'ensemble des Français et des personnes qui résident en France que vous êtes, que tout est fait, que le maximum est fait pour vous protéger, pour garantir votre sécurité. Obligation de résultat, heureusement que non. Je crois que le chef de service de renseignement du monde qui se sentirait investir d'une obligation de résultat ne resterait pas très longtemps en poste. Obligation de faire le maximum et obligation de tendre vers la possibilité de pouvoir expliquer, encore une fois à nos autorités, mais d'abord et avant tout aux Français, pourquoi il peut nous arriver d'échouer et comment on peut arriver à échouer. Dernière chose, je le disais tout à l'heure, lorsqu'on dirige un service comme la DGSI, les réussites sont nécessairement collectives, les échecs sont forcément personnels, on y reviendra tout à l'heure. Lorsque vous avez la chance, vous avez l'honneur de diriger un service comme cela, l'échec d'un service, c'est forcément le vôtre, qui évidemment fait peser sur les épaules de celui qui dirige une responsabilité particulière. Mais bien oui, on anticipe l'échec, on s'investit pour l'éviter, on met en place, on y reviendra peut-être, tout un tas de process, de garanties, de modes opératoires pour tenter de limiter ce risque. Mais bien sûr qu'il existe et bien sûr qu'on y pense très souvent. Merci. Christophe Fanichet, quand vous êtes à la tête d'une entreprise publique, enfin vous faites partie de la direction de cette grande entreprise publique qui emploie combien de personnes? 150 000 ouais. 150 000 personnes, bah, comme dans la police d'ailleurs à peu près. Hein. 150 000 personnes et que un jour, bah, y a un préavis de grève, ce qui peut arriver hein, à la SNCF. C'est un échec pour vous? Dans les débats, j'ai toujours le rôle le plus facile, comme dans les dîners d'ailleurs, parce que j'ai l'avantage de diriger une entreprise qui touche tous les Français et qui, chaque jour, fait voyager 5 millions de Français. Et donc c'est sûr qu'on nous regarde souvent avec le verre à moitié vide et on oublie souvent de rappeler le verre à moitié plein. 5 millions de Français utilisent tous les jours la SNCF pour se déplacer et c'est... merci à Yves de tout de suite me mettre dans une ambiance sympathique. Pour autant, je vais mettre le verre à moitié plein pour parler de réussite d'une entreprise comme la nôtre.
Et il y en a plusieurs. D'abord, c'est réussir tous les jours à faire rouler 15 000 trains à l'heure dans 95% des cas. Et c'est un combat de tous les jours avec un engagement de tous les jours des cheminots que moi je salue tous les jours et en qui j'ai une absolue confiance. Et la réussite pour moi, en tant que dirigeant, c'est la confiance et l'engagement des collaborateurs qui travaillent pour nous. Je vais bien sûr répondre à la question d'Yves sur les préavis de grève. Les préavis de grève, il y en a dans toute entreprise, c'est vrai, et c'est absolument indispensable. Ça participe à la démocratie de nos entreprises, ça participe au dialogue, et c'est une alerte qui est faite à la direction générale. Et cette alerte faite à la direction générale, elle est systématiquement entendue, et je trouve que depuis quelques années, depuis qu'avec Jean-Pierre Farandou qui dirige ce groupe, je trouve qu'on a changé quelques éléments, et je pense que la Covid nous a fait prendre conscience d'autres éléments, de réussite également, avec un dialogue de solutions avec les organisations syndicales. Et oui, il y a un préavis de grève qui est déposé pour le 6 juillet, mais moi j'ai toute confiance dans les cheminots, ils ont toujours réussi les grands départs, quels que soient les moments où c'est. Et quand on regarde notre entreprise publique, dans laquelle je suis très fier de travailler, elle a été présente à tout moment, et en particulier pendant la Covid. Il y a toujours eu un train pour toutes les personnes, quelle que soit la ligne qu'elle défendait, la première ou la dernière ligne, pour bosser. Donc oui, il y a des préavis de grève, c'est un outil de dialogue qu'il faut que la direction générale se saisisse, mais j'ai confiance dans les cheminots, et la réussite, c'est quand même 95% de trains à l'heure tous les jours. Ils sont 15 000 partout en France. Il y avait une grosse part d'ironie dans ma question. Hein. Et dans ma réponse aussi. Elisabeth Moreno, alors avant de passer la parole aux étudiants qui auront des questions évidemment très intéressantes, une question, parce qu'on a parlé, j'ai parlé beaucoup d'échecs là, la réussite dont vous êtes la plus fière en 2 ans de gouvernement. Personnel, j'entends. Je pense que ce dont je suis le plus fière, c'est de ne pas m'être transformée en ce que je ne suis pas. Mais est-ce que tout le monde savait qui vous étiez? Vous m'avez posé une question en me disant à titre personnel. Bon, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, ça va que je vous connais bien et que je sais que vous n'avez pas changé. Pour ceux d'entre vous qui me connaissaient, j'ai passé 30 ans de ma vie dans la société civile, à travailler dans des grands groupes ou des plus petits. Et quand je suis rentrée en politique, beaucoup m'ont dit « Mais tu es folle d'aller en politique, c'est un monde violent, c'est un monde sale, c'est un monde perverti. » Et un peu, mais pas que. Et donc, par conséquent, ce qui était important pour moi, c'était de rester très attachée aux convictions et aux valeurs auxquelles je crois. Et contre vents et marées, et malgré les pressions, malgré les difficultés, je suis restée attachée à ces valeurs parce que je suis rentrée en politique pour les défendre. Et si j'avais abandonné ces valeurs en cours de route, tout ça n'aurait eu aucun sens et aucun succès ne justifie que vous abandonniez vos valeurs et vos convictions en cours de route. Merci. Alors, on va passer à vos questions, chers jeunes gens. Qui veut poser la première des questions? Ah bah, vous êtes désignés. C'est pas moi, hein, c'est eux. Alors, vous vous levez, vous vous représentez 2 secondes et puis vous nous dites la question et vous dites pour qui, à qui vous l'adressez. D'accord. Donc moi, c'est Arnaud Kwanda et j'avais une question pour monsieur Gilles Auguste. Donc vous êtes étudiant à Paris 2 en droit privé? Non, Paris 1, attention. Paris 1 en droit privé. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc la question, s'il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif, considérez-vous qu'il existe en revanche dans l'avocature des réussites définitives? Quels peuvent être les nouveaux objectifs d'un avocat enfin devenu associé au sein d'un grand cabinet, par exemple, ou d'un associé fondateur comme vous, ayant finalement réussi à inscrire son nom parmi les cabinets incontournables de la place parisienne? Gilles Auguste. Bon, merci pour cette question dont le libellé est flatteur. Probablement trop.
Notre métier est un métier qui doit s'exercer, en tout cas le mien, puisque j'appartiens à une profession dans laquelle il y a des métiers. Et c'est d'ailleurs une profession qui s'est balkanisée à peu près autant que la médecine. Donc maintenant, il y a des spécialistes de différentes catégories. Mais notre métier s'exerce collectivement, mais il est fondé sur la créativité et l'engagement individuel. L'engagement étant l'essentiel, puisque j'ai remarqué qu'on nous a donné le seul débat dont le titre ne porte pas sur le temps. Donc je suppose que le temps est important quand même dans la réponse. Parce que, et le temps qu'on y passe, le temps qu'on y consacre, l'apprentissage, ce que ça représente, la recherche, le fait d'être très très acharné, d'être engagé, comme je le disais, et ceci dans le temps, c'est ce qui va faire la réussite d'un avocat. Et cette réussite, elle est possible à tout instant. Il y a aujourd'hui un marché qui est parfaitement fluide et dans lequel l'avocat qui s'engage, l'avocat qui a décidé de réussir, réussira. C'est aussi simple que ça. C'est une question de temps, du temps qu'on y consacre. Je sais que ce n'est pas très à la mode, mais globalement, moi, ça fait 40 ans que je vends mon temps, donc je le compte tous les ans pour pouvoir demander aux clients des honoraires, mais aussi pour voir ce que j'ai fait dans ma vie. Et on est un pays qui a considéré à un moment donné que le travail était rare et qu'il fallait le partager. Je pense personnellement que plus on travaille, plus on fait travailler les autres et plus tout le monde s'intéresse et plus tout le monde coopère. Une question personnelle, mais en tout cas dans mon métier, c'est évident. Les personnes qui ne choisiront pas de s'engager totalement ne réussiront pas, les autres réussiront. Et donc la clé, c'est le temps qu'on y passe. Parce que dans le temps, on va observer les échecs, plus importants que la réussite. On va apprendre l'essentiel, la réussite de base, et on va s'améliorer. Et donc, vous êtes né dans un monde dans lequel il y a des choses qui sont incontournables. Pour terminer là-dessus, loin de ma profession. Et pour vous, il n'y a pas de monde sans Instagram, il n'y a pas de monde sans Facebook. Avant Facebook, il y avait un truc qui s'appelait MySpace. Ça ressemblait très très fort à Facebook. Hein. Il n'y avait pas de différence très nette, en tout cas au premier abord, au premier écran. Et ils avaient des millions et des dizaines de millions de gens qui étaient inscrits. Et puis Facebook est arrivé, et au revoir. Créativité, engagement, le temps qu'on y passe, tous les jours, il y a une réussite qui commence. Mon associé, Olivier Debouzy, qui avait le sens de la dérision et du second degré, ça lui a souvent coûté cher, avait sur son écran une phrase du fondateur du cirque Barnum, qui s'appelait Phineas T. Barnum, et qui disait « There is a sucker born every minute ». Il y a un pigeon qui est né toutes les minutes. Et moi je dis, il y a un Mark Zuckerberg qui est né toutes les minutes. Vous allez susciter beaucoup de vocations. J'ai l'impression que les universités de droit vont être complètes à la rentrée. Une autre question. Le micro. Merci. Donc moi, c'est Oui. Solène Mera, Yardship en graphisme. Et ma question, c'est comment savoir s'il faut persévérer ou renoncer après un échec? Parce que est-ce que les échecs sont parfois des signes qu'il faut s'arrêter et aller dans une autre direction? Vous C'est la une posez à question qui, cette question pour tout le monde. Bah, on va varier un peu les effets. Christophe. Persévérer ou poursuivre? Il y a au moins quelques personnes qui suivent, c'est déjà pas mal. Parce qu'avec la chaleur qu'il fait, franchement, on persévère. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelques indicateurs. D'abord, il faut se poser la question, tout ça est quand même assez relatif, ça dépend du point dans lequel auquel moment on se trouve. Le moment et le lieu dans lequel on est. Je pense que persévérer, si l'ensemble de votre écosystème vous explique et vous démontre que vous êtes en échec, sincèrement arrêtez.
Moi, en tout cas, c'est ma règle. C'est-à-dire que quand tout le monde est contre vous, moi j'ai une règle, arrêtez-vous. D'abord parce qu'il y a la phrase que tout le monde connaît, c'est d'être le premier à avoir raison n'a jamais permis à quiconque de gagner quoi que ce soit. En revanche, moi je pense que le temps a une dimension incroyable et que suivant ce que vous faites ou ce que vous souhaitez atteindre, il faut accepter un temps différent. J'ai eu la chance de diriger pour le groupe SNCF le fonds d'investissement, et c'est des startups. Ils ont une règle assez simple. Échouer rapidement pour apprendre le plus vite. Je ne vous le fais pas en anglais, mais pour que vous le compreniez. Et ça, dans les startups, c'est le motto, c'est-à-dire échouer le plus vite possible pour pouvoir réussir. Mais pour autant, on n'est pas obligé d'échouer pour réussir. Et quand moi, je donnais de l'argent à ces startups, mais lorsque vous aviez une start-up qui avait un super projet et que dans le lot, vous aviez un des dirigeants qui avait déjà échoué, c'était un des critères positifs, parce qu'il avait su se remettre en question. Dans d'autres cas, il faut accepter le temps. Dans accepter le temps, si je prends le temps du ferroviaire, par exemple, ben le temps du ferroviaire, vous avez plusieurs temps dans notre entreprise. C'est un claquement de doigts pour changer un prix, beaucoup nous le disent. Je rappelle qu'ils sont plutôt à la baisse qu'à la hausse, contrairement à ce que tout le monde dit, n'est-ce pas Yves? Non, ça t'évitera la question d'après. Sur la politique tarifaire en disant c'est un échec, non, c'est une réussite. Ça me permet de te faire gagner une question. Donc c'est très rapide. Mais pour autant, le ferroviaire, c'est un temps extrêmement long parce qu'on est là au service des Français ou d'une population qui a besoin d'un service public. Et lorsqu'on doit décider, par exemple, de faire CDG Express pour pouvoir faire une liaison plus rapide pour que l'Île-de-France et la France, de façon générale, continuent à être un territoire attractif, ça va mettre plusieurs années, voire des dizaines d'années. Donc cet échec, il est relatif par le temps, et là-dessus, il faut persévérer, c'est-à-dire qu'à chaque élément, il faut savoir quel est le temps qu'on se donne pour qualifier si c'est un échec ou une réussite. Si je peux juste... Allez-y, je vous en prie. Je voudrais juste compléter la réponse, Solène, parce que, et je vais m'appuyer sur un exemple concret. Parmi les choses que je suis heureuse que nous ayons faites, il y a les 4 lois que nous avons votées pour protéger les femmes victimes de violences, ou toutes les victimes de violences et leurs enfants. Vous savez que dans notre pays, tous les 2-3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Donc 4 lois ont été votées sous le premier quinquennat pour protéger ces victimes. Et très souvent, on m'invitait sur les plateaux de télé quand il y avait un féminicide pour me dire « mais vous ne faites rien, vous voyez bien, ça ne bouge pas, ça ne change pas, etc. etc. » Il est normal que les gens s'attendent à ce qu'on ait des résultats rapides parce que ce sont des vies humaines qui sont prises. Mais il faut aussi réaliser que certaines actions prennent du temps, puisque la notion dont nous parlons aujourd'hui, c'est le temps. Et moi, je pense que quand vous savez que vous faites ce qu'il faut faire, dans un moment comme le nôtre où on voudrait que tout aille très vite, mais tout n'est pas porté par Amazon. Enfin, on ne commande pas les choses la veille en espérant que le lendemain il y ait des résultats, et surtout quand il s'agit de comportements humains. Donc, sur un exemple comme celui-là, et on peut en trouver plein dans le monde de l'entreprise, je crois qu'à notre époque, notre humanité est de plus en plus impatiente, mais il y a des choses qui demandent du temps, et le temps ne veut pas dire s'entêter dans la bêtise. Quand, je crois que c'est Einstein qui disait « il n'y a que les fous qui font les choses de la même manière, en les répétant de la même manière en espérant un résultat différent ». Si vous sentez qu'il faut changer de direction pour obtenir le résultat que vous souhaitez, oui, il faut changer. Mais parfois, il faut s'accrocher à ce en quoi vous croyez, parce que vous savez que le résultat va arriver à un moment ou à un autre, réajuster là où vous pensez que ça doit l'être, mais continuer et persévérer si vous êtes convaincu que le résultat va apparaître. Et ne pas entendre les gens, moi je l'ai entendu en particulier dans le monde de l'entreprise où j'étais, parfois vous avez des gens qui vont vous dire « non mais ça on l'a déjà essayé ». C'est pas parce qu'on a déjà essayé quelque chose à un moment donné que le réessayer à une autre époque avec d'autres outils, d'autres moyens ne vous permettra pas de réussir. Et je dis toujours que l'expérience des autres est un peigne pour chauve. C'est pas parce que quelqu'un a échoué sur quelque chose que vous aussi vous allez échouer. Il faut se méfier du temps médiatique.
Merci de le rappeler. Une autre question. Oui, je vous en prie. Moi, ma question s'adresse à vous, Monsieur Lerner. Je suis Mathis Desmond, de Sciences Po Toulouse. Je me demande, quand on dirige la DGSI, il doit y avoir beaucoup de pression de tout réussir, plutôt de ne pas échouer. Et dans cette mesure, comment concilier le temps de l'urgence et le temps de la prévision pour ne pas échouer dans ces missions? La pression, elle existe bien sûr. Votre question est bonne, et c'est ce qui fait, ça fait, je vais le rappeler il y a quelques instants, ça fait bientôt 4 ans que je suis directeur général, et j'espère, je passe un message à Madame Moreno, j'espère le rester encore un petit peu, parce que précisément l'un des intérêts d'être à la tête de la DGSI, c'est de concilier l'urgence, l'instantané, l'opérationnel et le temps long. L'urgence, je pourrais bien sûr y revenir, il n'y a pas forcément besoin d'être très long là-dessus. Il s'est passé des événements tragiques cette nuit à Oslo, un attentat islamiste. On a, au moment où on se parle, la marche des fiertés qui se déroule à Paris. La question au petit matin, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient l'événement? Est-ce qu'on a parmi nos objectifs des individus qui, ces derniers jours, ces dernières semaines, ont manifesté de l'intérêt à l'égard de la communauté LGBT? Voilà, c'est ça l'urgence. Et en effet, des urgences, il y en a tous les jours. Ce qui rend évidemment le boulot absolument passionnant, ce qui rend en effet le boulot parfois un peu stressant. On pourrait finalement s'arrêter là. C'est-à-dire que finalement, ce qu'attendent les autorités politiques, je pense, d'un directeur d'un service de police en général, c'est d'abord et avant tout qu'ils répondent à l'urgence, si possible qu'ils déjouent les attentats. Et donc je pourrais finalement m'arrêter à ça, et la maison pourrait s'arrêter à ça. Mais je pense que je ferais que la moitié du boulot si j'essayais pas de projeter la direction générale dans l'avenir. Parce que ce qu'on attend aussi de la DGSI, c'est que la DGSI, que le service protège durablement la France contre des menaces qui peuvent être des menaces islamistes, évidemment, dans toutes ses formes. Aujourd'hui, la menace, elle n'a évidemment pas la même intensité qu'il y a encore 3 ou 4 ans, mais on voit bien qu'elle est en train de se transformer, quelque part en Afghanistan, quelque part en Syrie, quelque part au Sahel. Et donc notre boulot, c'est pas de se dire on va attendre qu'à nouveau on ait des foyers de djihadistes qui viennent nous menacer, mais c'est simplement d'essayer d'anticiper cette menace. Et puis la menace, elle n'est pas que terroriste islamiste. La menace, elle est à nos portes, elle est en Russie, elle est en Iran, elle est portée par un certain nombre d'États que je cite ces deux-là, je ne citerai pas les autres, mais qui ne veulent pas que du bien et qui font porter une menace à moyen ou long terme. Finalement, on pourrait détourner les yeux en se disant, finalement, ce que font certains très grands États de l'Est asiatique, finalement, est-ce que c'est vraiment une menace pour nous tout de suite maintenant? Non, ça ne nous empêchera pas de sortir dans la rue, ça ne vous empêcherait pas de réussir votre carrière. Et peut-être que si on n'y prend pas garde, ces derniers mois, les enjeux de la souveraineté sanitaire, souveraineté énergétique, ont été au cœur des décisions. Et bien voilà, le boulot aussi d'un travail de renseignement, c'est de tenter d'anticiper sur ce que sera la menace dans 5 ou 10 ans, et aussi de s'y préparer. Et donc, parmi la responsabilité d'un directeur général, c'est aussi celle de prendre les décisions qui ne sont pas forcément extrêmement visibles dans l'organisation des services, dans l'allocation des moyens, qui font très modestement et collectivement qu'on se dit que dans 5 ans, on sera toujours autant en sécurité qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Une autre question? Alors bonjour, Anne-Laure Villa, étudiante à l'Université de Bordeaux. Alors j'avais une question. Étudiante en quoi? Comment? En quoi? En quelle matière? Droit européen et droit pénal. D'accord. Alors j'avais une question qui ne s'adressait pas forcément à quelqu'un en particulier, mais ça peut être pour celui qui veut. Alors allez-y, on va arbitrer. Voilà. Alors vous avez tous des professions et des postes qui sont reconnus et enviés. Quelle serait la clé de la réussite? Vous allez chacun, les uns après les autres, répondre. Maître Gilles Auguste. La clé de la réussite, c'est un peu comme ce pot d'or là qui se trouve à l'autre bout de cet arc-en-ciel. C'est un peu difficile de la définir parce que ça dépend de quelle réussite on parle et de ce qu'on entreprend. En tout cas, si on reprend à la fois le thème du temps et la problématique de l'échec ou de la réussite, dans le fond, il ne faut pas confondre l'échec par rapport au résultat attendu et l'échec par rapport à la méthode adoptée. Et donc la raison pour laquelle il ne faut pas renoncer, c'est qu'en fait,
l'échec, il est très, très, très souvent par rapport à la méthode adoptée. Évidemment, vous pouvez avoir choisi une mission impossible, aller à Alpha du Centaure. C'est difficile. Actuellement, ça va être dur de le réussir. Maintenant, il y a aussi un président des États-Unis qui a dit avant la fin de cette décade, on marchera sur la Lune. Et l'instant d'après, il y a des gens qui se sont demandé mais merde, comment on va faire? Et ils ont cherché à travers une méthode qui était forcément créative parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Et moi, dans mon métier qui consiste à donner des conseils, dans le fond, la seule chose que je sais faire pour penser hors de la boîte, parce qu'une fois qu'on a échoué avec une méthode, on est dans une boîte. Et il faut sortir de cette boîte, et pour sortir de cette boîte, il faut ramener plein d'intelligences différentes, les mettre toutes autour de la table. Et c'est de la variété des expériences, de la variété des origines, de la variété des études, de la variété des langues qu'on parle, de la variété des cultures que la réponse va sortir. Et on le voit bien à tous les instants. Et nous, en tout cas, ça a été la clé de la réussite. La clé de notre réussite, moi, la clé de ma réussite, elle s'appelle Olivier Debouzy, il est mort il y a 10 ans, mais depuis, j'ai plein d'autres associés qui sont arrivés et qui ont été la clé de ma réussite. Elisabeth Moreno. D'abord, je trouve ça assez intéressant parce que très souvent, quand on parle de la réussite, on parle de, vous savez, ce que vous voyez de la réussite, de ce qui brille et de la personne. Waouh, mais comment est-ce que vous avez fait tout ça? Ce dont on ne parle pas, c'est tout ce qu'il faut faire pour arriver à cette réussite. Et le chemin est souvent plus intéressant que le résultat qu'on atteint d'ailleurs. Et moi, je dirais très, très, très humblement que je ne connais pas d'autre recette à la réussite que la persistance, la résilience. Tomber 10 fois et se relever 11, je sais, on m'a dit c'est pas mathématique, mais si, ça veut dire qu'il faut tomber et se relever encore, tomber et se relever encore. Vous imaginez un bébé qui apprend à marcher, si au bout de 10 chutes, il s'arrête d'essayer. Je prends cette image parce qu'elle est assez parlante en vérité. La pénicilline n'existerait pas s'il n'y avait pas eu 1001 échecs, et pareil, la tarte tatin n'existerait pas s'il n'y avait pas eu une bonne tarte renversée. Donc, en vérité, je crois que et quel que soit, parce que c'est vrai que les réussites sont diverses, multiples et variées, quel que soit l'objectif que vous poursuivez, c'est de vous dire que si cet objectif est suffisamment important pour vous, ne le lâchez pas des yeux. Échouez, échouez, échouez. En échouant, vous allez apprendre. Et en apprenant, peut-être que vous réussirez encore plus que ce que vous aviez imaginé. Parce que parfois, vous avez une cible en vue, parce que dans votre esprit, j'aime bien prendre cet exemple. Souvent, je dis aux femmes qui ont réussi, parlez de votre parcours. Racontez ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, comment vous y êtes arrivé. Parce qu'on ne peut réussir que quand on peut projeter quelque chose. Et souvent, les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir autour d'elles des personnes qui réussissent rêvent petit. Mais c'est extrêmement important de rêver grand parce que c'est en rêvant grand que vous atteignez de grands résultats. Si vous rêvez petit, vous atteignez de petits résultats. Mais pour cela, il faut essayer, essayer encore, et essayer, 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 jusqu'à ce qu'un jour, vous vous disiez, mais en fait, j'ai atteint un objectif, enfin, j'ai atteint un résultat qui va au-delà de ce que j'avais initialement prévu. Donc la résilience, la persistance et un peu de croyance en soi et dans les gens qui nous entourent. Je peux me permettre d'ajouter, il y a une distinction à faire aussi entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Vous avez 4 heures. Alors, pardon, Nicolas Lerner. Sur la question. Moi, je serais assez en phase avec ce que vient de dire Elisabeth Moreno. Moi, il y a deux choses qui me viennent spontanément, pardon de parler de moi, c'est pas être immodeste, mais je pense que ça fait partie aussi de l'exercice. Si, c'est voilà, ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Donc je ne suis pas immodeste. Moi, les deux choses qui me viennent spontanément, en réalité, et qui m'ont accompagné toute ma vie quand j'étais à votre place et aujourd'hui, c'est d'abord le travail et l'investissement, mais à chaque fois aussi l'enthousiasme et la passion.
C'est peut-être de la chance d'avoir réussi à la fois à faire des études et ensuite un travail qui me permettait d'allier les deux, mais je pense d'ailleurs que l'investissement et le travail n'auraient pas été possibles s'il n'y avait pas eu l'enthousiasme et la passion. Mais c'est vrai que quand j'étais, Yves Tréhard a rappelé tout à l'heure, à votre place, j'étais à Paris 1, moi aussi, monsieur, je le dis, je n'ai pas été à Paris 2, à Paris 1. J'ai été à Paris 1, j'étais à Sciences Po, j'étais à l'ENA, j'avais mais vraiment, j'avais la conscience de cette chance que j'avais de me lever le matin pour aller étudier l'économie, le droit, j'ai fait du droit pénal aussi ensuite, un peu plus tard. Vraiment, cet enthousiasme et cette volonté de faire de ma vie professionnelle, enfin de faire de cette passion ma vie professionnelle. Et donc je pense en tout cas qu'il n'y a pas de réussite sans ces deux ingrédients. Vous évoquiez tout à l'heure un certain nombre de dirigeants et M. Auguste aussi de start-up ou autres. Je pense qu'on peut réussir par hasard, mais réussir dans la durée, je pense que sans travail, sans investissement, dans le monde de l'art, dans le monde du foot, y compris dans le monde des start-up, je pense qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui ne travaillent pas et qui ne travaillent pas dur. Ensuite, il y a un deuxième élément que je voulais simplement partager, qui est peut-être très propre au ministère de l'Intérieur, mais quoique c'est aussi un état d'esprit. Quand vous rentrez au ministère de l'Intérieur, ce qui était mon cas il y a 18 ans, votre carrière en partie ne vous appartient pas. Enfin, en tout cas, une partie qui ne vous appartient pas. Vous avez rappelé, je suis passé par Béziers, où je suis resté 1 an avant qu'on me propose, pendant mes vacances de mois d'août, au mois de septembre, de partir en Corse. Il y a plus désagréable comme destination, mais tout quitter, emmener sa famille en à peine 3 semaines, voilà, c'est des choses. Quand j'ai quitté la Corse, ça s'est fait en 24 heures. Madame Moreno, vous connaissez cette pratique où le ministre de l'Intérieur m'a appelé pour me dire que samedi, il m'attendait à Paris. Voilà, donc c'est aussi être à l'écoute de ces opportunités, mais c'est aussi, et je termine par là, parce que Yves disait à l'instant, réussir sa vie ou dans la vie, c'est aussi, moi, quelque chose, en tout cas une règle que je me suis fixée, être à l'écoute de ces opportunités, c'est aussi savoir dire oui ou savoir dire non. Et moi, c'est ce que j'aime dans la carrière que je fais aujourd'hui, c'est qu'à échéance régulière, on me pose la question et je me pose la question de ce que je veux faire, ensuite. Vous avez rappelé que j'avais en effet été nommé DGSI assez jeune. Beaucoup de gens me disent mais c'est horrible, qu'est-ce que tu vas faire après? Je dis mais j'en sais rien et c'est juste génial. Parce qu'eux sont dans une logique d'ascension. C'est sûr qu'être directeur général au ministère de l'Intérieur à 40 ans, on ne peut plus faire grand-chose de plus au terme ascensionnel. Et alors c'est ça qui est génial, c'est de se dire qu'à 40 ans j'ai fait ça, maintenant j'ai un peu vieilli. Voilà, donc être à l'écoute des opportunités, savoir les saisir lorsque vous sentez que c'est le moment, savoir aussi dire non, j'entends opportunité professionnelle, parce que vous estimez que ce n'est pas le bon moment, que vous avez à un moment donné d'autres priorités. J'ai été aussi amené à le faire dans ma vie. Christophe ? Moi je dirais que, si on parle de soi, puisque là l'objectif c'est de parler de soi... C'est le but de l'opération. Pour essayer de tenter des carrières. Moi j'ai la chance d'être le fils d'un papa qui avait même pas son BEPC, qui avait eu son CAP d'une maman pareille, électricien et assistante de direction dans la fonction publique, c'était catégorie D. Moi la réussite, je la vois à l'aune des valeurs que mes parents m'ont données, en fait, et tous les jours où j'ai pu monter une marche qui m'a un peu éloigné d'eux, ça a été des moments importants pour moi parce que c'était des moments de réussite. Et c'est des moments de réussite, ils ont été importants pour moi parce que je les ai partagés. Partagés avec eux, partagés avec mon écosystème. Et moi, j'ai retenu de toutes mes études, moi, comme je le dis souvent, j'ai un parcours, je suis ingénieur dans le numérique, j'en suis très fier aujourd'hui. Je l'étais un peu moins quand je suis sorti de l'école. Et aujourd'hui, je suis assis à la place que vous voyez aujourd'hui et j'en suis très fier. Moi, le moteur qui a fait cette réussite, moi, je vais vous donner les 4 mots qui sont mes guides, en fait. Et c'est assez intéressant parce qu'on a les mêmes, aussi bien avec Elisabeth, Gilles, Nicolas. Moi, les moteurs, c'est mes valeurs. Je me rappelle tous les jours d'où je viens. Et c'est important parce que ça fait des bons stabilisateurs. Je vous invite à les retenir. En tout cas, je parle pour les étudiants. Je vois qu'il n'y a pas que des étudiants dans la salle, quand même. Enfin, on est étudiant toute sa vie, d'ailleurs. Si, ils sont tous étudiants. Si. Il n'y a aucun jugement de valeur. On fait des prix pour tout le monde. Et plus sérieusement, moi, mes mots de réussite et mes moteurs, pour vous les retenir, c'est les valeurs que mes parents m'ont transmis et mes amis. C'est l'engagement de tous les jours, et je rejoins Nicolas, la réussite, ça ne dure pas longtemps sans travail acharné. C'est de la résilience, Elisabeth l'a dit, moi je crois énormément à ce mot, à la résilience. Et puis je crois qu'il faut donner du sens à ce qu'on fait. D'abord pour soi-même, puis
puis pour ses équipes, puis pour le travail ou pour la mission qu'on vous a confiée. Et puis après, la réussite, c'est... il y a une petite rivière qui s'appelle le hasard. Et cette rivière qui s'appelle le hasard, moi j'ai souvent l'habitude de dire que c'est à chacun de saisir les opportunités au bord de cette rivière. Et le risque que vous prenez, c'est vous qui déterminez de ce que vous le prenez ou pas. Souvent, moi il m'est arrivé de dire j'aurais dû faire ceci ou j'aurais dû faire cela. Franchement, c'est pas grave, il ne faut pas vivre avec de remords ou des regrets. Regardez devant et la rivière, elle coule et vous trouverez d'autres opportunités. Donc, vos valeurs, vos engagements, la résilience. Et rappelez-vous tous les jours ce que vos parents vous ont enseigné, ça vous aidera beaucoup. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Moi, c'est Amaury. On va se donner une petite règle parce qu'il reste, avant de passer la parole à la salle, il va nous rester 10 minutes pour vous trois. Vous avez déjà posé? Non, pour vous trois. Donc moi c'est une question pour Monsieur Lerner. Donc voilà, on sait que au niveau de l'action dans l'urgence, la notion du temps doit être bien différente. Quand vous avez des vies qui sont en jeu, des vies qui vous sont confiées, la notion d'échec aussi doit être bien différente. Alors comment réussir à faire ses choix et à choisir dans l'urgence et à discerner justement? Il y a deux éléments de réponse. D'abord, en tout cas, c'est ma façon d'être et de travailler, et je pense qu'elle nous est commune. C'est celle, évidemment, de ne jamais décider seul. J'évoquais tout à l'heure les équipes exceptionnelles qui sont celles de la DGSI. Il n'y a pas une décision compliquée que nous ne prenions pas. Je ne dis pas ensemble, parce que la décision, à la fin, lorsqu'il y a décision à prendre, c'est moi qui la prends. Mais après échange et après itération. Mais vous avez raison de rappeler que nous faisons, tous les métiers sont particuliers, nous faisons un métier particulier. Je me souviens, là aussi, je ne parlerai pas de moi, mais je me souviens d'un de mes sous-directeurs qui a 12 ou 15 ans d'antiterrorisme, qui a été fait officier de l'Ordre national du mérite il y a quelques mois, et qui, au moment de revenir sur son parcours, il y avait ses parents, n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa phrase lorsqu'il évoquait l'affaire Mera, par exemple, lorsqu'il évoquait ces vidéos que vous imaginez, que vous n'avez pas vues, que lui a vues, sur lesquelles il a dû travailler. Quand vous êtes avec des collaborateurs qui ont cette expérience, qui ont cet engagement-là, voilà, la solitude du directeur général est quand même très relative. Donc, d'abord décider ensemble et décider en s'appuyant sur ceux qui ont cette expérience. Et puis ensuite, je disais aussi tout à l'heure, décider, c'est forcément prendre un risque à un moment donné. Un exemple pour vous figuriez un peu ce que fait la DGSI. La DGSI est un service de renseignement, donc nous travaillons en renseignement, nous suivons en renseignement des individus avec des techniques qui sont autorisées par la loi, mais nous sommes aussi service judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a un moment où nous pouvons solliciter du juge d'être saisi en judiciaire pour aller procéder à une interpellation d'un individu. Ce moment où on décide de basculer du renseignement au judiciaire, ou le moment où on est déjà en judiciaire, on sait que le type, manifestement, n'est pas animé de bonnes intentions à notre égard, à l'égard de la France, à l'égard de notre pays. Mais le moment où on se dit, quand est-ce qu'on y va? Est-ce que c'est pas trop tôt? Et juste faire en sorte que ce soit pas trop tard, c'est ça les moments en fait, les vrais moments de stress pour maximiser évidemment le résultat de l'opération. C'est-à-dire les moments de stress. Dans ces moments-là, comme je le disais en tout début de conférence, moi ce qui me guide, c'est de me dire la décision que je prends, je serai capable de l'expliquer à nos autorités, de l'expliquer aux Français, et de l'expliquer peut-être au père, à la fille, aux frères de ceux qui potentiellement pourraient perdre la vie. C'est ça en fait qui me guide. Le métier dont je viens, qui est le métier préfectoral, a ceci de particulier que c'est un métier où vous prenez des décisions tout le temps, hein, quand vous êtes préfet, sous-préfet, vous prenez des décisions tous les jours. Il y a quelque chose qui, au sein de la fonction publique, qui est peut-être très particulier dans le métier préfectoral, c'est que les décisions que vous prenez, il faut les assumer. C'est-à-dire quand vous êtes préfet dans un département, vous prenez une décision de reconduire une personne, d'interdire un rassemblement. Le préfet du Tarn, il y a 3 semaines, qui a interdit la retransmission de la demi-finale du top 14 3 heures avant. Il s'est fait, vous l'avez vu, insulter. Et voilà, mais il a pris cette décision et il a dû l'assumer. C'est-à-dire que c'est lui qui a appelé le maire, c'est lui qui le matin sortait dans la rue pour faire son marché et qui se prenait les gens qui venaient le voir. Et ça, c'est je trouve une excellente école. C'est-à-dire vous prenez une décision, mais vous savez que vous allez devoir en rendre compte aussi. Et voilà, c'est toujours ce qui m'anime. Le fait de me dire, je vais peut-être me tromper, mais je serai capable de dire pourquoi je me suis trompé. Mademoiselle. Non? Faut pas être timide, hein?
Toujours Julien, toujours à Paris 1, et en master droit bancaire et financier donc. À l'origine, j'avais une question qui s'adressait plutôt à Monsieur Gilles Auguste sur les réussites définitives qui a été posée, sauf que la réponse en tout cas, a été tournée vers la raison de la réussite. Et donc j'ai une autre question, un autre tour dans mon sac, qui se tourne plutôt vers tous les intervenants cette fois-ci. Cette question, elle est celle de savoir si un échec en est-il vraiment toujours un ? Autrement dit, dans toutes les fonctions que vous exercez, n'y a-t-il pas des échecs qui sont plutôt des victoires, qui sont déguisées en échecs? Et dans tel cas, j'imagine que vous me confirmerez, avez-vous des exemples à nous donner? Tu auras la Pyrrhus alors. Je trouve que cette question est tout à fait intéressante. Allez-y, Elisabeth. Je la trouve vraiment intéressante parce que on parle souvent du coût de l'échec, mais on ne parle pas du coût de la réussite. Et en tant que femme à cette table, hein, la seule femme, permettez-moi de... moi, j'ai souvent été confrontée aux difficultés d'une femme qui réussit. C'est-à-dire, à chaque fois que je faisais des interventions dans les universités pour encourager les jeunes filles, etc., certaines me disaient « Oui, mais moi, je ne veux pas réussir au détriment de ma vie de femme, au détriment de ma vie d'épouse, au détriment de ma vie de... » Et on a le sentiment que l'échec a un coût. Et c'est vrai qu'il a un coût, surtout quand il est hyper médiatisé, parce que ça, je le dis rapidement, parce que c'est quelque chose que j'ai appris. Comme j'ai 30 années d'expérience professionnelle, je me suis fait virer parfois. Non, je ne me suis pas fait virer, je suis partie, mais j'ai eu des échecs. J'ai eu des échecs professionnels. Mais c'est une chose que d'avoir un échec personnel, et vous le savez, et à la limite, votre patron le sait, ou votre équipe le sait, et je crois que c'est Christophe qui disait tout à l'heure que l'échec est personnel quand la réussite est collective, et ces échecs-là, vous les assumez. Mais il n'y a rien de pire qu'un échec médiatisé ou surmédiatisé, parce que vous avez l'impression que la terre entière est au courant de cet échec. Et il faut pouvoir l'assumer, et il faut pouvoir l'expliquer, et on vous demande des justifications. C'est-à-dire, des personnes qui n'ont strictement rien à faire et à voir avec votre vie vont vous demander pourquoi vous avez échoué. Et là, vous vous dites, mais pourtant, la vie est faite d'échecs. Seules les personnes qui ne font rien n'échouent pas. Et si vous ne faites rien, quelque part, vous ne vivez pas votre vie. Et je pense qu'on devrait autant parler du coût de la réussite, parce que réussir parce que vos parents rêvaient de vous voir devenir un excellent avocat, alors que vous rêviez de, je sais pas, de travailler dans un cirque, je sais pas. Non mais... Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Toutes ces personnes qui réussissent là où on les attend, mais où ça n'était pas leur rêve ou leur idéal. Et on en connaît plein autour de nous. Et peut-être que nous-mêmes, on est passé par là. Moi, j'ai voulu devenir avocate parce que mes parents rêvaient que je devienne avocate. Et donc, ces décisions que vous prenez et que vous réussissez, bon an, mal an, parce que vous êtes exigeant, parce que vous voulez faire plaisir, ce n'est pas toujours de beaux échecs. Je connais des personnes qui ont merveilleusement bien réussi leur vie sociale et qui sont profondément déprimées, voire qui se suicident parce qu'ils ont l'impression d'avoir raté leur vie. Donc je crois, et ça va peut-être vous paraître étrange, mais je trouve que le coût de l'échec est moins important que le coût de la réussite. Parce que dans l'échec, vous apprenez et vous avancez. Dans la réussite, vous pouvez vous enfermer dedans. Moi, je me souviens de mon banquier qui m'a dit un jour, non mais je vous le dis parce que vraiment ça m'avait frappé, il m'avait dit, je crois que c'était un moment dans la quarantaine où je me suis dit, oh, j'ai envie d'aller faire de l'humanitaire parce que cette vie capitaliste ne m'intéresse plus du tout. Et il me répond, ah non, 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 non. Avec la vie que vous avez aujourd'hui, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas gagner moins d'argent. Vous ne pouvez pas faire ceci et cela. Et c'est extraordinaire combien on peut s'enfermer dans une situation de réussite, alors que dans l'échec, plus personne n'attend rien de vous, donc vous ne pouvez plus que réussir. Alors, Gilles Auguste. Bon, tout d'abord, il est temps que je mette fin à une imposture.
J'étais à Paris 2. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. Donc, depuis le début de cette réunion, je suis très très inquiet, entouré par tous ces gens de Paris 1. Bon, à titre personnel, pour monter mon entreprise, j'ai bénéficié des erreurs des autres. C'est le cabinet où je travaillais avant. Ils ont fait à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire et j'ai eu la chance de l'observer. Et ça, c'est pas mal non plus. Donc il faut quand même observer les échecs, ses propres échecs, les analyser, observer les échecs des autres et essayer de trouver des solutions. Mais à la fin de la journée, moi, j'aime pas cette histoire d'échecs-là. À part le jeu auquel je joue avec mon fils et avec d'autres gens, fondamentalement, j'y crois pas, moi, à l'échec. J'y crois pas du tout. Et je pense que personne ne doit y croire. Il ne faut pas croire à l'échec. Croire à l'échec, c'est entrer dans la dépression, le mal du siècle, tout ce qu'on voudra, prendre tout un tas de choses chimiques, de médicaments pour se dire « Oh mon Dieu !» Il ne faut pas s'asseoir sur le bord du trottoir et pleurer. Il faut continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Par contre, il ne faut pas persister dans l'erreur. Mais ça, bon, on ne va pas quand même enfoncer les portes ouvertes qui ont été réglées par les Romains il y a bien longtemps. Hein. Diabolicum est, je vous fais grâce du reste de la citation latine. Mais fondamentalement, l'échec n'est pas permis. L'échec n'est pas une option. Et une fois qu'on a intégré ça, eh bien, si ça ne marche pas, on n'est pas dans l'échec. On est simplement dans le fait que ça n'a pas marché. Alors on va essayer autre chose. Et on va y retourner. Et le nombre d'échecs retournés, le nombre de joueurs de tennis, la situation de l'Union soviétique en novembre 1941, et un certain nombre d'exemples moins spectaculaires et moins tragiques nous prouvent que de toute façon il ne faut pas renoncer. Notre pays n'est pas un pays qui renonce, ce n'est pas un pays qui a baissé les bras, c'est un pays qui a dominé le monde, qui a été la lumière du monde, il faut qu'il continue. Donc il faut arrêter cette dépression, il faut arrêter de parler d'échecs, il faut prendre le temps de réfléchir entre nous, ensemble, et dans vos vies, dans vos études, dans tout ce que vous faites, l'échec n'est pas une option. Si ça n'a pas marché, ça n'a simplement pas marché. C'est tout. Voilà, moi c'est en tout cas ce que j'avais envie de dire. Et puis bon, je suis désolé pour mon université. Nicolas ? C'est très rare, mais je vais faire 2 citations. La première, je ne sais pas de qui c'est, mais c'était une phrase que me disait souvent mon premier patron, qui sont des patrons qui marquent en bien ou en moins bien. Bon, il se trouve qu'il m'a marqué en très bien. Donc ça se passait quelque part en 2006. J'étais à Montpellier à l'époque. Et quand vous êtes jeune, sous-préfet, vous avez envie de tout bien réussir. Enfin, ça fait partie du jeu. On ne peut pas échouer. Il faut tout réussir tout ce que vous entreprenez. Évidemment, j'ai commis des erreurs et j'ai été confronté à des échecs. Et il me disait souvent cette phrase, Nicolas, ne vous mettez pas Martel en tête. Voilà, pas une grande citation, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Et vous demandiez des exemples, donc je vais vous citer un exemple qui concerne là aussi Mme Moreno, un ministre, mais que je nommerai pas. Mais pour vous dire comment, et c'est pour ça que j'aime aussi passionnément le métier que je fais, comment on apprend en fait à chaque fois de ses parcours et de ses expériences. J'étais donc directeur de cabinet d'un préfet, ce qui veut dire qu'en fait, vous avez en charge notamment d'organiser les déplacements ministériels dans le département. Il y avait un ministre qui n'était pas le plus jeune des ministres, qui était au gouvernement, qui avait annoncé sa venue. J'étais à Montpellier, il faisait très chaud dans le sud de la France. Et la veille, il fait savoir qu'il ne se sent pas très très bien et que donc il doit annuler son déplacement. Bon. Donc moi, il me revient d'appeler les maires à Meillet-RES qui sont concernés par le déplacement. Et voilà, je fais quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Je dis, le ministre ne se sent pas bien, il est fatigué, il ne pourra pas venir. Et c'est ça, je vous dis que j'ai fait des erreurs. Et donc le lendemain, il y avait, ça n'a pas empêché le monde de dormir, hein, mais il y avait 5 lignes dans le Midi Libre, l'édition locale de Béziers en plus, enfin c'était pas le truc, voilà. Il y avait le ministre est fatigué, donc il ne pourra pas être présent. Bon. Très bien, moi je note à peine le truc, je pars dans une autre réunion, et là sur mon portable, on m'appelle et on me dit
un tel, j'allais dire son nom, un tel souhaite vous parler. Donc le ministre. Voilà, aujourd'hui j'en vois beaucoup, mais à l'époque un peu moins. Et donc le ministre me dit, voilà, monsieur le directeur, voilà ce que dit le journaliste, est-ce que c'est vous qui avez dit ça? Et là, vous savez, vous avez juste un quart de seconde. Et je dis, oui, monsieur le ministre, c'est moi qui ai dit ça. Il me dit, très bien, parce qu'en fait, c'est ce que m'a dit le maire de la commune qu'il avait appelé avant, qui m'a dit, mais c'est monsieur Lerner qui m'avait dit ça. Bon. Et il m'a dit, très bien, ça me va, merci de votre loyauté, merci de votre franchise, au revoir, à bientôt. Et voilà, de ce jour-là, je me suis dit qu'on pouvait se tromper. Et des enseignements comme ça, j'en ai d'autres. Hein. Enfin, je me suis gouré aussi et j'ai fait d'autres types d'erreurs. Voilà, donc ne vous mettez pas martel en tête. C'est facile dans ces métiers où on veut être excellent depuis qu'on est tout petit, ce qui n'est pas non plus d'ailleurs mon cas, mais qui est peut-être le cas d'un certain nombre d'entre vous, de se dire il faut que ça continue tout le temps. Ben non, à un moment donné, vous commettrez des erreurs. La deuxième citation, je crois que c'est Mandela et tout le monde la connaît sans doute, mais je la trouve assez belle. C'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et je trouve que c'est. Pardon, vous l'avez dit tout à l'heure. Bon, on n'était pas dans la salle ou voilà. En fait, je l'ai entendu tout à l'heure et je la reprends. C'est Mandela. Dernier point et je termine. Peut-être la seule forme d'échec dont on a du mal à se remettre, pour être honnête, c'est l'échec qui fait du dégât chez les autres. Quand vous vous trompez, vous apprenez pour vous-même, vous en êtes ensuite différent. Quand vous vous trompez à l'égard d'autrui, que vous faites potentiellement du mal, que vous vexez, que vous rabaissez, que vous sentez que cette blessure elle est durable, c'est compliqué parce que vous pouvez travailler sur vous-même et donc vous dire que vous ne commettriez pas à nouveau. Voilà. Donc il y a ça quand même un certain nombre d'échecs lorsqu'encore une fois les autres sont blessés, desquels il est dur de se remettre, mais sinon encore une fois voilà, j'ai essayé au travers de ces deux citations de vous dire comment jouer les choses. Merci beaucoup. Christophe. Alors moi, j'ai aucune citation. Mais pour autant, j'ai un livre que j'aime bien qui s'appelle « Pourquoi j'ai mangé mon père » de Roy Lewis. Et moi, ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est sur tous les points sur l'innovation, c'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de se brûler, comme avec le feu. Et pour reprendre ce que disait tout à l'heure Gilles, sur l'échec, où on n'a pas le droit à l'échec, je lirai un tout petit peu différemment, même si je suis dans la même ligne que la sienne, c'est que de temps en temps, l'échec doit nous rappeler une chose, c'est qu'il faut changer de trajectoire. Donc il ne faut pas buter contre le mur. Au bout d'un moment, il faut accepter soi-même, faire ce petit effort, qu'il faut changer de voie. Alors j'ai ni fait Paris 1 ni Paris 2, donc j'ai pas eu ce problème. C'est déjà pas mal, puisque ça a l'air d'être compliqué aujourd'hui. Mais pour ma part, si on regarde ce sujet-là, ça dépend d'où on se place, l'échec. Et si on reprend dans le cadre des entreprises, puisque aujourd'hui, dans une grande entreprise comme la SNCF, il y a un juge de paix, c'est l'économique. Au moins l'économique qui vous donne une valeur, parce que l'échec, vous pouvez le qualifier, soit c'est du qualitatif, soit c'est du quantitatif. Le quantitatif, l'économique, lui, il ment pas. C'est un chiffre. Alors est-ce qu'il est pérenne ou pas, c'est une autre histoire. Mais là-dessus, je trouve que dans l'échec, il faut aussi de temps en temps retrouver ces deux éléments, le qualitatif et le quantitatif, et sincèrement, ça vous aidera de temps en temps à reprendre un peu de distance, parce qu'un échec pour vous-même, je ne dirais pas que ça sera une réussite pour quelqu'un, mais ça sera peut-être une demi-marche que certains auront réussi à prendre. Et dans une entreprise comme la nôtre, qui est, comme on pourrait l'appeler, assez médiatique, de temps en temps, on nous attribue souvent des échecs, et qui, pour l'ensemble des cheminots qu'aujourd'hui j'ai la chance de représenter, sont pourtant des réussites. Je vous donne un exemple très concret, mais Yves les connaît tous par cœur, puisque ça s'égrène par dépêche AFP après dépêche AFP. La dernière, c'est celle d'hier, on a dit qu'on avait rajouté 500 000 places pour que les Français puissent prendre le train. Vous le regardez soit en positif, en disant bah, super, cette entreprise a regardé son marché, elle augmente de 500 000 places de tous les Français. Puis vous le regardez d'un autre œil, Yves, bouge-toi les oreilles une seconde, en disant mais il y a une pénurie de billets de train finalement. C'est horrible, c'est un échec de cette entreprise de ne pas avoir réussi à mettre de billets de train. Alors que tout le tourisme, tous les restaurants, tous les hôtels se font une joie de dire que c'est un succès. Le tourisme en France en 2022 sera un succès. Et nous, eh bien, on nous le retourne en disant pénurie de billets à la SNCF. Donc, je prends bien sûr ce petit jeu médiatique en vous disant que tout dépend qui est l'émetteur et quel est le message qu'il veut vous faire passer.
C'est marrant. Je connais l'émetteur. Alors, il nous reste un bon quart d'heure et on va essayer de passer la parole dans la salle. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, madame. Oui, bonsoir à tous. Quand on parlait réussite, on a beaucoup parlé de réussite qu'on avait été chercher, pour laquelle il fallait se battre. Qu'est-ce que vous pensez de la réussite fortuite ou par chance? Est-ce que ça existe? Comment est-ce qu'on peut la trouver? Comment est-ce qu'on doit réagir? Enfin, est-ce qu'une réussite est forcément quelque chose qu'on ira chercher, pour laquelle on va avoir une trajectoire, une envie ou quelque chose de particulier? Vous savez ce que disait Napoléon? Napoléon ne voulait avoir que des généraux qui aient de la chance. Hein? Alors, qui veut répondre à cette dissertation de philosophie? Moi, je ne sais pas répondre, mais j'aimerais bien voir la réponse. Ah oui. Non, mais je crois qu'on recherche tous ce secret-là. Mais je crois que c'est Fabien Galtier qui disait plus je réussis, plus j'ai de chance. Plus je travaille, plus je réussis et plus j'ai de chance. Je crois que les réussites dont on est le plus fier, ce sont les réussites qu'on va arracher. On m'a souvent parlé de méritocratie parce que j'ai un parcours méritocratique. Je n'étais absolument pas attendue là où je suis arrivée. Et souvent, on me dit « Oh mon Dieu, tu as de la chance ». Non, 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 j'ai pas de chance. J'ai beaucoup travaillé pour ça. J'ai énormément travaillé pour ça. Alors après, vous pouvez être bien né, vous pouvez gagner au loto, mais vu la proportion des personnes qui y arrivent de cette manière-là, je vous recommande de travailler. Pardon, excuse-moi. Non, juste une dernière chose, c'est qu'on a parlé des échecs et je trouve que ce que Christophe et Gilles ont dit tout à l'heure sur le fait que l'échec en tant que tel n'existe pas, moi je voudrais juste vous dire à tous les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, vous êtes au début de votre vie, vous êtes à un moment où les échecs, vous pouvez les faire parce qu'ils ne doivent pas vous faire peur. Plus vous vieillirez, plus vous aurez peur de prendre des risques et d'échouer parce que vous aurez des responsabilités, etc. Non, mais je vous le dis parce que je suis passée par là. Donc, par conséquent, faites toutes les erreurs que vous avez à faire maintenant parce que peut-être que derrière une de ces erreurs, il y a le succès de votre vie. Vous parliez de réussite fortuite, madame. Dans le fond, la réussite, c'est les autres. Et la réussite fortuite dont vous parlez, c'est réussite de chance. Si vous regardez, je vous parie que dans presque 100% des cas, c'est lié à une rencontre. Donc votre réussite, elle est autour de vous. Il faut regarder les autres qui sont avec vous et ce que vous pouvez construire avec eux. Et c'est ça, ce qu'on appelle des réussites par la chance. Parce qu'on a rencontré quelqu'un qui vous a tendu la main ou à qui vous avez tendu la main et avec qui vous avez fait quelque chose de plus. Donc en fait, il y a un mot pour ça en anglais qui n'a pas d'équivalent en français, c'est serendipity. Et c'est ça la réussite de la chance. C'est serendipity, c'est plus ou moins une parque. Si vous voulez, c'est pas une parque, mais c'est une déesse de la mythologie. Et c'est elle qui vous apporte cette personne dans laquelle vous allez vous cogner à la descente d'un bus. Moi, ça m'est arrivé par une nuit d'hiver dans un aéroport américain. J'ai rencontré un homme que je connaissais avant, mais dans lequel je me suis cogné, qui m'a demandé d'en rencontrer un autre, et ainsi de suite. C'est comme ça, c'est ça la clé, c'est serendipity. Alors maintenant, si vous savez la prier et la faire venir, je suis à votre disposition à tout instant. Alors, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent là-bas. Oui, monsieur, je vous en prie. Bonsoir, Abdel Schmark, je suis enseignant et je suis un homme heureux. Je vous remercie pour votre prestation, tous les 5. J'ai rien dit, moi. Si, tous les 5. Alors, j'ai accompagné pendant ma carrière, 35 ans, des élèves qui étaient brillants, donc j'avais rien à faire. Soit intégrés, Centrale, HEC, Polytechnique, comme les jeunes qui sont devant là. Mais on a aussi d'autres élèves qui arrivent, qui sont en difficulté. Et on se dit, ça va être dur, mais ils y arrivent quand même. Et là, on est très heureux. Il y a une troisième catégorie. Vous avez un élève qui arrive en terminale qui a 5 en maths et 5 en physique.
et qui veut faire super-héros, comme l'école de Thomas Pesquet. Voilà. Et il a toujours rêvé de ça. Et là, moi, je suis en échec. Alors, qu'est-ce que vous diriez à cet élève? Comment vous allez consoler les parents? Et comment vous gérez aussi la perception aussi de la société par rapport à ça? Parce qu'il y a aussi ça à gérer. Voilà ma question. Merci beaucoup. Excellente question. Alors, pas facile de répondre, hein? Moi, je propose que ce soit le journaliste qui, à cette table ronde, réponde à cette question. Tu n'as répondu à aucune question, Yves. Je t'en prie, prends-en une. Je suis là pour passer les plats. Moi, je veux bien tenter de répondre. J'ai pas... Ah. Merci. On est une vraie équipe. Je vais tenter de répondre parce que je crois qu'on vit dans une société où le succès est prédéterminé. On part du principe que celui qui a réussi, c'est celui qui est ingénieur, c'est celui qui est professeur d'université, celui qui est avocat, celui qui est cadre dirigeant, ministre, bon, je ne sais pas. Mais en fait, ce qu'on ne reconnaît pas, c'est qu'il y a différentes formes de réussite. Ça, c'est la première chose. Et que réussir sa vie, comme le disait Yves tout à l'heure, ça ne passe pas forcément par devenir l'un des métiers que j'ai cités tout à l'heure. Mais notre société nous prédestine à une forme de réussite qui parfois nous échappe, ce qui fait qu'une grande partie de la société se retrouve en marge de cette réussite. Une étude est sortie il y a 3 ans, je crois, qui dit que dans notre beau pays, où pourtant la question de l'égalité des chances est très présente dans nos esprits, il faut 6 générations, 180 ans, à un enfant d'ouvrier pour devenir cadre moyen. Donc autant dire, puisque cette personne ne vivra pas 180 ans, autant dire qu'elle n'y arrivera jamais. Mais ça, c'est une forme de réussite. Est-ce que devenir cadre moyen, c'est l'aspiration des 67 millions de Français qui vivent dans notre pays? La deuxième chose que je voudrais vous dire par rapport à votre question, professeur, c'est que parfois, il faut dire la vérité. Et non, cet enfant ne deviendra pas Thomas Pesquet. Anyway. Mais même faire cette école, moi je crois que parfois, dire à une personne la vérité, c'est lui rendre service à partir du moment où vous ne l'abandonnez pas avec cette vérité, mais que vous lui montrez d'autres voies possibles. Vous savez, considérer un individu à la hauteur de ce qu'il est capable de faire, c'est le respecter pour ce qu'il est. Et peut-être lui montrer qu'il a d'autres talents que ceux auxquels il prétend, c'est l'aider finalement à réussir sa vie. Moi, je viens d'une famille extrêmement modeste, où on me disait « Regarde, si tu deviens caissière, ce sera bien ». J'aurais bien voulu que quelqu'un me dise « Peut-être qu'un jour tu deviendras ministre ». Même si je n'y étais pas arrivée, ça m'aurait fait rêver. Eh bien, cet enfant, peut-être que lui dire « Aller dans l'espace, c'est pas fait pour toi, mais peut-être que tu peux faire ça » et l'aider à rêver grand et lui montrer un autre chemin possible, c'est la manière dont un professeur comme vous pouvez l'accompagner. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Juste pour compléter ce que dit Elisabeth, moi j'ai eu la chance d'être dans des jurys dans lesquels vous discernez des diplômes ou pas. Et puis vous avez l'étudiant en dernière année d'ingénieur qui présente son mémoire. Et unanimement, le jury a décidé de ne pas remettre à un étudiant son diplôme. C'est la fin du parcours, hein. Ingénieur c'est 5 ans. Et unanimement, l'ensemble du jury a décidé de ne pas lui remettre. La question est un peu la même que celle qu'on a aujourd'hui, c'est qui va le lui dire. Ça a été difficile et l'un d'entre nous, c'est moi qui ai pris cette parole, en lui disant
Et c'est très difficile de lui expliquer que l'échec qu'on allait lui annoncer, en fait, c'était une façon pour nous de lui dire le plus tôt possible les points positifs qu'on a su relever dans tout ce qui fonctionnait. Et pour autant, ce n'était pas le niveau qu'on attendait de l'école. Il a donc repiqué, et on l'a suivi de très près, et on a tous été très touchés, on était 5 à remettre ce diplôme, on était tous très touchés d'avoir été obligés de faire ça, parce que c'est rarissime, hein, dans un jury, lorsque vous dites que vous ne remettez pas le diplôme, c'est difficile, et puis repiquer. Et pour autant, l'élève, après l'émotion hyper forte que vous imaginez, eh ben cet étudiant, il est revenu vers nous en disant, vous m'avez dit, alors moi je l'ai revu il y a quelques années, il m'a dit, vous m'avez rendu un service que vous n'imaginez pas. Je pense que souvent, dans l'échec, il faut dire les choses aux gens, même si c'est brutal, il faut trouver la forme pour le dire. Et quelques années après, il faut revenir vers elle, et vous verrez, en tout cas moi, à chaque fois que ça m'est arrivé, la personne a été reconnaissante que quelqu'un lui ait dit pourquoi il était en échec. Juste peut-être pour rappeler, Einstein était en total échec scolaire. Non mais c'est vrai. Vous prenez Jack Ma, il raconte souvent cette histoire de, je ne sais plus quelle grande compagnie américaine qui vient s'installer en Chine et il y a une centaine de personnes qui postulent, 99 sont retenus et sauf lui. Il va à la police, il y a 5 candidats, il y en a 4 qui sont retenus et pas lui. Et il est devenu l'un des plus grands businessmen chinois. Et Einstein, bon, on connaît la théorie de la relativité, mais on ne connaît pas tous les échecs et toutes les galères qu'il a eues. Donc c'est pour ça que la réussite est très relative et c'est pour ça qu'il y a plusieurs chemins pour atteindre cette réussite. Voilà. Alors c'est intéressant de vous entendre dire qu'il faut dire la vérité. On aimerait parfois que les politiques aussi disent la vérité. Je vais prendre un exemple très particulier. Mais je laisse cette réflexion à votre sagacité, parce que je n'ai pas à intervenir. Quand un ministre, il y a 30 ans, nous dit on va porter 80% d'une génération au niveau du baccalauréat, est-ce qu'il dit la vérité à une génération ou est-ce qu'il fait de la démagogie? Vous avez 2 heures seulement. Une autre question, madame. On va alterner. Si vous ne m'en voudrez pas, monsieur. Absolument pas. On va vous apporter. Donc, Laurence, Paris 4. Donc, je voulais tout d'abord vous remercier de nous avoir fait rire. Et j'aurais aimé faire un voyage dans le temps, moi aussi, parce que c'est ça qui m'a intéressée, c'est de lier échec et réussite au thème du temps. Et je me suis déjà posé une première question que je vous pose. Allez, je ne vais pas poser à tous les 5, je vais vous la poser à vous, Yves Trérard. Pourquoi, Yves, on dit il n'y a pas de réussite facile au singulier, ni d'échec définitif au pluriel? C'est ma première question. Bon, après, vous avez 2 heures pour chercher la réponse. Alors ensuite, enfant, j'ai vu ma grand-mère, on avait peu de jeux, ma grand-mère jouait aux cartes, elle faisait des réussites et elle était toujours en train de râler, voilà. Et mon grand-père, qui était sobre et discret, jouait aux échecs et il hurlait de joie « échecs et maths ». Donc j'ai été élevée dans ce bain-là. Mon père, il n'y a pas très longtemps, est parti et avant de partir, il m'a dit « ce n'est pas le temps qui passe, Laurence, c'est nous qui passons ». Voilà. Alors j'ai encore une autre question. Est-ce que le combat des Chouans était certainement raté? C'était vendu, il n'y avait aucune chance? Les Chouans ne pouvaient-ils pas réussir? C'est ma première question. Oui. Et la seconde, c'est est-ce que finalement, lorsqu'on parle d'échec et de réussite, si on associe ça au temps, est-ce que c'est pas l'envie de marquer, de laisser une empreinte, une trace? Est-ce que c'est pas ça finalement le succès? Une marque d'orgueil, peut-être. Oui. Alors. J'ai bien noté qu'il y avait une question pour Philippe de Villiers, donc je vais la lui laisser. Il est clair qu'il y a un problème numérique à un moment donné, mais bon, c'est aussi le principe de réalité.
Mais bon, moi en fait, j'ai envie de conclure sur la fameuse statistique, l'histoire des 6 générations. Ça m'inquiète beaucoup parce que là, je suis encore un imposteur de plus et puis il y en a plusieurs à cette table quand même. Donc, non, ça marche pas, ça n'existe pas, ça. Winston Churchill disait il s'y connaissait, encore une citation, que la statistique est la forme la plus élaborée de mensonge. Ça n'est pas vrai. Un fils d'ouvrier peut réussir directement. Ça existe aussi. Il y a un facteur qui ne dépend, qui est un facteur de naissance, mais qui n'est pas nécessairement un facteur économique, heureusement dans notre pays. Mais bon, évidemment, si vous naissez dans une maternité qui reçoit une bombe de 500 kg au moment de votre naissance, la problématique de votre réussite devient un peu plus difficile. Mais indépendamment de ça, on peut y arriver. On peut toujours y arriver. Et puis, de temps en temps, il faut prendre le temps de se mettre à son bureau et prendre le temps, vous verrez, c'est marqué sur le programme. Et là, on peut réfléchir à la vie. Et c'est important, il faut s'arrêter. Parce que ce dont Nicolas Lerner parlait tout à l'heure, c'est un phénomène que je connais bien et qui est une pression invraisemblable parce qu'en fait, la question doit être résolue pour 11 heures. La réunion, elle est de 10 à 11 heures. À 11 heures, on passe à autre chose. Donc le niveau de réflexion qu'on peut avoir, il est réduit parce qu'on n'a pas de temps. Et le problème des politiques, c'est pas qu'ils mentent, c'est qu'ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps parce qu'ils viennent de regarder le dernier sondage, ils viennent de regarder le truc et ils ne regardent pas un peu plus loin. Donc le temps, c'est le court terme, le moyen terme, le long terme, penser au long terme, mais surtout prendre le temps de réfléchir, y compris dans les situations d'extrême urgence. Et c'est ce que les services, heureusement pour nous, de la DGSI font très bien. Parce que de temps en temps, le temps est contraint. Mais quand il n'est pas contraint, et c'est souvent le cas, on le contraint nous-mêmes. Donc ça, c'est aussi une chose. Et quand on est étudiant, il faut prendre du temps pour faire ça, pour faire autre chose, pour se détendre, pour penser, pour imaginer. Et c'est ça ce qui est le plus important. Eh bien, le temps est contraint. Moi, j'ai passé un excellent moment, en tous les cas. Grâce à vous, merci beaucoup. Grâce à vous autres, étudiants, merci. Et évidemment, bravo.